Bonjour, je suis Laurent Galempoix, je travaille maintenant pour la société Arista Networks, plus exactement depuis fin juin de cette année. Donc les slides sont en anglais, mais je vais vous faire la présentation en français pour toutes les personnes de l'assistante. Donc je suis navré pour les personnes qui ne parleraient pas l'anglais. Mais si vous voulez venir me voir après, on pourra en rediscuter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'automatisation du réseau. Donc l'automatisation du réseau et la visibilité. Donc pourquoi on a besoin de parler d'automatisation aujourd'hui? C'est parce que quand on regarde le data center, un des points que tout le monde remarque, c'est qu'aujourd'hui, il grandit de plus en plus et surtout de plus en plus vite. Non seulement en termes de nombre d'équipements physiques, mais également en termes d'entités virtuelles. Quand je dis entités virtuelles, on a les vSwitch, les vRouters. Toutes ces entités-là font que il est de plus en plus difficile de gérer un réseau de cette taille et de cette dimension-là manuellement ou même avec des outils basiques d'automatisation. Le deuxième point qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, qui parle de data center, parle de client. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est combien de temps on peut estimer, au bout de combien de temps on peut estimer qu'un client va attendre avant d'avoir la possibilité d'accéder à ses services. Est-ce qu'on parle de semaines, est-ce qu'on parle de jours, est-ce qu'on parle d'heures ou est-ce qu'on parle de secondes? Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que quand Madame Michu clique sur le bouton, elle s'attend à avoir sa VM, elle s'attend à avoir son service. Donc tout ça, si on n'a pas des outils pour automatiser, on ne peut pas le mettre en œuvre dans la seconde qui vient. L'autre point important, c'est qu'on parle de data center, donc on parle de croissance, on parle d'automatisation, mais il ne faut pas oublier non plus qu'un data center, ça vit. Et un data center qui vit, il y a des mises à jour à faire, il y a des maintenances à réaliser. Et aujourd'hui, la disponibilité doit être telle que ces maintenances doivent se faire de manière transparente. Donc soit en déplaçant des services, soit en dupliquant des services, toute manière qui permette de garder une continuité justement opérationnelle. Donc ça, c'est également un autre point. Maintenant, comment on va pouvoir travailler sur ces solutions-là? Comment on va pouvoir vous aider? Non pas avec des solutions qui sont, entre guillemets, des roadmaps, mais plutôt des solutions d'aujourd'hui, qui existent déjà, qu'on a déjà éprouvées et mises en production. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans l'agenda, une petite introduction pour vous parler un petit peu des data centers et des grandes lignes qu'on voit aujourd'hui, qu'on peut voir. L'évolution de tout ce qui est automatisation du réseau, avec typiquement des services qu'on peut vous proposer, et puis des SDN use case. Alors SDN, on en parle beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de flou artistique, mais il y a des choses quand même qui sont concrètes, et on va en parler un petit peu. Et enfin, la télémétrie. La télémétrie, c'est vous donner accès à la visibilité de ce qui se passe sur votre réseau. La télémétrie, c'est utile, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire des statistiques, ça, il y en a beaucoup qui utilisent déjà des choses comme Nagios, Cacti, etc., etc., mais c'est également être capable d'aller plus loin. Plus loin, ça veut dire être capable de dire comment je vais mesurer mes latences et comment je vais le faire de manière précise. On parle de nanosecondes pour mesurer des temps de latence. Et enfin, des questions et réponses si vous en avez. Donc si on regarde aujourd'hui les grandes tendances du data center, tout le monde est plus ou moins d'accord sur une technologie à base de close. Close, c'est quoi? C'est que vous allez avoir des cœurs, les spines, et vous allez ensuite avoir les leafs qui seront typiquement des top of rack. À partir de là, pourquoi cette méthodologie close? Pourquoi? Parce que vous pouvez choisir les rapports de blocage. Vous pouvez avoir une architecture bloquante ou non bloquante en fonction des besoins, en fonction des moyens. L'architecture bloquante peut devenir non bloquante par la suite. Si jamais vous avez besoin d'accroître cette architecture ou d'augmenter en capacité, vous pouvez rajouter des leafs, donc des feuilles, des top of rack, typiquement avec vos serveurs derrière. Si jamais vous n'avez plus de place au niveau des spines, mettons que vous ayez 2 fois 20 gigs en agrégat, eh bien rien n'empêche de passer à 4 fois 10 gigs. Ça, c'est tout ce que le close peut vous offrir. Vous rajoutez 2 spines et vous multipliez par 2, typiquement, les performances de la capacité de votre data center. L'autre point intéressant de la technologie close, c'est que quelles que soient les discussions des éléments appartenant au rack, ils auront toujours la même bande passante, les mêmes temps de latence. Ça veut dire que tout le monde va être traité sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est un point important. Il n'y a plus cet historique avec les architectures où vous aviez 3 tiers, où vous aviez à remonter d'un cran encore pour redescendre. Dans la partie architecture close, maintenant, si on s'intéresse un peu au point de vue fonctionnel et non plus au point de vue hardware, il y a 2 écoles. Il y a l'école du niveau 2 et il y a l'école du niveau 3. L'école du niveau 3, c'est celle que j'ai retenue aujourd'hui parce que c'est celle qui est la plus ouverte. Aujourd'hui, des fabriques Ethernet sont des environnements qui, même s'ils s'appuient sur des standards, restent fermés. Fermés, pourquoi? Parce qu'il est très difficile de faire une fabrique Ethernet multiconstructeur. Il y en a qui ont essayé. Au niveau 3, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir les principes de base que tout le monde connaît dans cette salle, qui sont d'utiliser des protocoles comme OSPF, BGP, ISIS, et faire de l'ECMP.
Bref, des choses qui existent depuis au moins une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc ça, c'est un point intéressant, c'est que les fabriques IP à base de close vont vous permettre d'utiliser des protocoles déjà existants et éventuellement des équipements déjà existants. Donc vous n'avez pas à tout remplacer, comme ça pourrait être le cas dans des fabriques Ethernet. L'autre point intéressant, c'est que dans une fabrique IP, un des problèmes qu'on rencontre dans les data centers, c'est la gestion des MAC adresses et des VLAN. Avec ce principe, vous allez localiser les MAC adresses et les VLAN au niveau du top of rack. Donc ça veut dire que vous pourrez réutiliser les VLAN et vous éviterez la propagation des MAC adresses partout sur l'ensemble de votre réseau. Le seul inconvénient, c'est que quand on parle de virtualisation, on parle de déplacement d'adresse MAC. Donc déplacement de VM. Et déplacer des VM, ça nécessite du niveau 2. Pourquoi du niveau 2? Parce que quand vous voulez conserver les sessions sur un serveur virtuel, eh bien, il faut pouvoir le transporter au niveau Ethernet. Sinon, vous risquez de casser les sessions et donc d'interrompre les services clients. Donc pour faire ça, il y a un protocole qui est mis en œuvre et sur lequel pas mal de gens travaillent, qui est VXLAN. Donc juste un petit aparté sur le VXLAN. Donc le VXLAN, c'est Virtual Extensible LAN. Donc c'est l'IETF qui travaille dessus, bien entendu, avec des sociétés, donc je vais toutes les nommer pour ne pas faire de jaloux. Vous avez Arista, bien entendu, VMware, Cisco, Citrix, Red Hat, Broadcom. Ça a été annoncé en 2011 au VMworld. Aujourd'hui, on a des déploiements qui sont opérationnels. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas et qui viendra dans quelques temps. Et ce protocole va vous permettre de déplacer au travers d'un réseau IP des entités de niveau 2, donc de l'Ethernet au travers de votre réseau niveau 2. Il y a également une autre alternative potentielle qui est proposée par Microsoft, qui est certes moins répandue, qui est d'utiliser le protocole NVGRE. Donc dans les deux cas, vous allez encapsuler de l'Ethernet sur de l'IP. Donc l'avantage de cette technique, c'est que vous résolvez le dernier problème des fabriques IP, qui est de pouvoir déplacer des VM dans un environnement IP. Donc transporter du niveau 2 dans un environnement IP. Donc comment ça va se faire? Vous allez tout simplement avoir un tunnel. Ce tunnel, vous allez avoir un initiator et une terminaison. C'est ce qu'on appelle un VTEP. Et dans ce VTEP, en fait, vous allez associer un VLAN par port ou un VLAN global à un équipement. Et vous allez pouvoir dire, il va se terminer. Donc on va encapsuler l'Ethernet, le transporter au travers d'un réseau IP classique, utilisant des équipements IP standards que vous avez déjà pour la plupart. Et on va rajouter un petit header qui s'appelle le VXLAN ID, ou VXLAN Network Identifier, qui va être codé sur 24 bits et qui va vous permettre de déterminer de manière précise et sans équivoque le numéro de circuit que vous allez transporter. Cette information est codée sur 24 bits, ce qui vous donne potentiellement jusqu'à 16 millions de circuits pour pouvoir justement étendre votre réseau 2. Donc avec ce protocole, on a réglé une bonne partie des soucis. Maintenant, si on regarde, on transporte de l'Ethernet. Transporter de l'Ethernet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir travailler avec des VM. Des VM, ce n'est pas uniquement VMware, parce que VXLAN a été entre guillemets développé ou co-développé par VMware. Mais ça veut dire que vous allez pouvoir transporter aussi des VM de n'importe quel type d'hyperviseur. Ça peut être du KVM, ça peut être du Citrix Zen, ça peut être également de l'Hyper-V. Vous allez déplacer également, vous allez pouvoir gérer des serveurs physiques et n'importe quel type d'appliance, puisqu'on s'appuie sur de l'Ethernet, VLAN, donc des load balancers, des firewalls et du stockage. Tout ça en ayant en grande partie des équipements existants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà au niveau réseau, on est prêt, on commence à faire une séparation. On essaye d'être ouvert. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui me permet d'enchaîner sur le modèle actuel qu'on rencontre avec beaucoup de constructeurs, qui est de dire, aujourd'hui, vous avez un hardware, vous avez le logiciel qui va dedans. Si vous voulez faire évoluer le logiciel, il faut passer par le constructeur. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une demande de features. Donc c'est quelque chose qui est embêtant. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes dépendant. Vous avez un hardware et vous êtes dépendant. Vous ne pouvez rien faire d'autre que ce qui est proposé dans le modèle. Donc, la stratégie aujourd'hui, c'est typiquement de parler c'est de parler d'ouverture et de définir ce qu'on appelle le SDCN, Software Defined Cloud Networking. Ça veut dire qu'il est temps de s'affranchir du hardware et du software et d'être capable d'avoir un hardware, ça on en aura toujours besoin, mais d'être capable de faire tourner les applications dont on a besoin sur le réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'être ouvert avec des partenariats. Donc ne pas avoir un constructeur unique qui vous fournisse tout, parce qu'à force de faire tout, on risque de faire tout de manière moyenne, mais d'être capable de piocher dans l'ensemble des constructeurs pour dire cet équipement de sécurité est meilleur que celui-ci, donc je vais l'intégrer ou répond au mieux à mes besoins. Donc ça fait partie de la stratégie Software Defined Cloud Networking. Avoir des applications qui soient modulaires, c'est-à-dire être capable de prendre des modules et de les intégrer à votre besoin. Si le module n'existe pas, être capable de éventuellement le créer
pour pouvoir étendre votre réseau ou rajouter vos propres fonctionnalités. Donc, du point de vue Arista, comment on va pouvoir le faire? On va travailler sur plusieurs axes. On va travailler sur une ligne de commande qui va être ouverte, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une ligne de commande qui est écrite en Python. Vous pouvez la faire évoluer. On peut attaquer le bash directement si vous avez besoin de rajouter des commandes ou de faire des scripts, des choses de ce type. Donc, c'est ouvert. Ce n'est pas quelque chose qu'on va cacher. Avoir un Linux dans son OS, c'est quelque chose qui est... Un Linux, c'est quelque chose de puissant qui vous permet de faire beaucoup de choses. Et ne pas l'utiliser ou le masquer, c'est probablement une grosse erreur. Donc, on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir aussi intégrer des protocoles. On va travailler très fortement avec de l'OpenFlow. OpenFlow, pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette stratégie de séparer le logiciel du hardware. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec OpenFlow, vous allez pouvoir, à partir de contrôleurs, piloter votre réseau. Donc, le réseau va devenir un exécutant. Vous n'allez plus avoir besoin forcément d'avoir de l'OSPF ou du BGP pour décider du routage, mais vous allez pouvoir dire, à partir de votre contrôleur OpenFlow, tel type de flux va passer par telle partie du réseau, et pas par les flux par défaut. Donc on peut considérer qu'on peut faire du traffic engineering avec ce genre de protocole. XMPP. XMPP, pour ceux qui font de l'IRC et du Jabber, c'est tout simplement un protocole qui va vous permettre de communiquer en point à point ou point à multipoint, du chat. En intégrant ces composants dans des équipements réseau, ça veut dire que d'un point central, vous pouvez passer des commandes de manière distribuée en une seule fois. Vous n'avez pas à sérialiser, vous passez une seule commande qui va être propagée à l'ensemble de vos équipements. Bien entendu, c'est travailler aussi avec OpenStack. Pourquoi OpenStack? Comme on va le voir par la suite, OpenStack, ça vous permet de vous affranchir du hardware. Une couche logicielle qui vous fournit des API qui sont communes quel que soit le constructeur. Charge au constructeur et à la communauté de développer la liaison entre OpenStack et le hardware. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez travailler plus facilement en environnement hétérogène pour vos outils d'orchestration. C'est également la fourniture d'API, des API qui vont nous permettre soit de recevoir des informations, soit d'être capable de travailler avec des gens comme F5, A10, Riverbed, Palo Alto, je ne vais pas tous les citer. Parce qu'aujourd'hui, le réseau, ce n'est pas uniquement pousser des paquets, c'est être capable de communiquer avec les différentes entités. Un routeur peut avoir besoin de discuter avec un firewall. Un routeur peut avoir besoin, ou un switch peut avoir besoin de discuter avec un load balancer, comme on le verra. Et tout ça, si votre OS n'est pas ouvert, vous ne pourrez pas le faire. Ou il faudra attendre que le constructeur décide de le faire. Et enfin, ça peut être aussi des outils d'intégration d'outils d'orchestration. Chef and Puppet, pour ne pas les citer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement parce qu'on est capable d'utiliser un Linux, Chef and Puppet était plus souvent utilisé dans des environnements de serveurs, eh bien on est capable aujourd'hui de les intégrer en tant que client dans nos équipements. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir les administrer au même titre que vous administrerez des serveurs. Pourquoi? Parce que dans un data center, vous avez quoi? Vous déployez une VM, mais déployer une VM, c'est déployer la VM, déployer du stockage et déployer du réseau. Donc ça peut paraître normal de pouvoir être capable de faire toutes ces opérations en une, surtout quand on voit l'accroissement des data centers. Donc si on regarde un petit peu les évolutions maintenant, l'OpenStack, je fais un rapide rappel. Vous avez trois principaux blocs, Compute, Storage et Networking. On peut parler de protocole ou d'initiative. Pourquoi initiative? Parce que contrairement à beaucoup de technologies qui sont arrivées des constructeurs, et les constructeurs vous ont montré l'intérêt d'avoir ça pour justement vous le vendre, là on est complètement à l'opposé. L'OpenStack, ça vient des clients. Ça vient des clients comme Google, Yahoo, Rackspace, etc., etc. Et tous ces clients ont travaillé ensemble pour justement dire, nous on veut quelque chose qui nous permette de travailler de manière intelligente. On veut un seul outil d'administration qui nous permette de déployer des VLAN, des VM, du stockage de manière simple. Ça veut dire ne pas avoir à passer par tel outil pour gérer telle bête disque ou par tel autre outil parce que j'ai une deuxième bête disque. L'OpenStack est quelque chose qui vous permet de vous affranchir de ça. Donc vous avez trois blocs principaux, Compute, Storage et Networking. La partie provisioning de VM, la partie réseau, sur laquelle Arista travaille de manière active, et la partie Storage, qui est pour tous les fournisseurs de baies. Donc, Arista est présent dans le plugin Quantum, qui est la partie, et a travaillé sur la partie OVS, Virtual Driver, donc l'implémentation de tout ce qui était nécessaire pour l'OpenStack avec OVS, Open Virtual Switch, et également sur la partie Physical Driver, c'est-à-dire que ne pas travailler uniquement avec des switches virtuels, mais aussi être capable d'interopérer avec des équipements physiques. Parce que même si on a tendance à vouloir tout virtualiser aujourd'hui, il y aura toujours besoin d'un minimum de fils et d'équipements pour pousser les paquets en dehors des hosts. On peut également interopérer avec les hyperviseurs. Pourquoi il est important d'opérer avec les hyperviseurs? Parce que les hyperviseurs, ils ont leur propre switch embarqué. Et encore une fois, ils ont la connaissance de ce qu'il y a des besoins en réseau.
Donc ce qu'on peut vous proposer, c'est d'aller attaquer directement, par exemple là, un vCenter, de récupérer les informations au réseau et de configurer les VLAN en fonction du déplacement des VM. Si une VM a besoin d'un VLAN X, qu'elle est sur un host lambda, on peut configurer le VLAN, qui est le switch sur lequel le host est connecté. Si la VM vient à se déplacer, on est capable de déplacer le VLAN de manière à ce que vous évitiez les provisionnings massifs, c'est-à-dire comme un host peut se déplacer un peu partout, on va configurer les VLAN partout. C'est généralement ce qu'on pouvait faire dans des cas ultimes pour ne pas avoir à se compliquer la vie. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce type d'outils, non seulement on peut apprendre la connaissance du réseau des hyperviseurs et s'en servir pour configurer, mais on peut aussi également tracer. Pourquoi? Parce que quand on est dans un environnement virtuel, être capable de tracer les entités et de savoir ce qu'elles ont fait et quand, c'est important. Quand tout va bien, ce n'est pas très utile, mais si vous avez un souci, vous savez qu'à un instant T, la VM était présente sur un équipement, un port d'un équipement, et qu'à l'instant T-1, elle était sur un autre équipement, et à T-2, encore sur un autre équipement. Ce qui vous permet éventuellement de remonter à la source d'un problème potentiel, parce qu'une VM peut se déplacer trop souvent. Donc XMPP, protocole connu du monde de l'IRC, grâce à ce protocole qui est intégré nativement dans nos équipements, vous allez pouvoir, à partir d'un point central, passer une commande sur un switch, un groupe de switches, l'ensemble des switches. Vous avez besoin de changer, par exemple, votre banner. Vous tapez une fois la commande, c'est propagé sur l'ensemble des équipements. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on réutilise encore une fois des choses qui sont connues. On n'essaye pas de réinventer la roue, connue et ouverte. Intégration de Chef et Puppet. Donc on peut aller aussi plus loin. Pourquoi? Parce que ces équipements-là travaillent en mode client-serveur. On va être capable de prendre un client Chef ou Puppet et de les intégrer dans l'équipement. L'avantage de ça, comme on va le voir après, c'est que vous allez être capable de déployer des configurations, sauver vos configurations, faire tout un tas d'opérations de manière centralisée. Vous allez donc pouvoir créer des templates scriptés. Tout ça va pouvoir être fait à partir, encore une fois, d'un poste central, poussé sur un serveur, et le serveur va ensuite être utilisé par les différents clients et qui peuvent être intégrés dans les équipements. Maintenant, tout ça sont des choses qu'on a mises un peu séparément. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment on va faire, par exemple, quand on a plusieurs centaines de baies à déployer. Donc typiquement, dans les use cases qu'on va voir maintenant, on va vous faire voir un exemple de ce qu'on peut faire et ce qu'on fait déjà pour justement déployer plusieurs racks simultanément. Donc, dans l'exemple qu'on va voir là, on va être capable, en ayant juste à racker le produit et le démarrer, on va être capable, avec les différents process qu'on a, de rendre le produit complètement configuré et opérationnel en ayant juste à le brancher électriquement. Et bien entendu, le câble qui va bien. Comment ça va se passer? Il y a 4 étapes. La première, ça va être un protocole qu'on utilise, Zero Touch Provisioning. Donc ça, c'est pas compliqué, hein. Le nom est à nous, mais par contre, on utilise du DHCP BootP, standard. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va être capable de récupérer, d'aller chercher une IP, d'aller récupérer des informations. Donc on peut charger, en BootP, on peut charger une config, on peut charger du code, mais là on va aller plus loin, on va charger un script qu'on va aller exécuter. Ce script peut être en Bash, en Python, en ce que vous voulez. Si ça ne vous suffit pas, on peut charger d'autres langages après. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez charger ce script, et puis ensuite, ce script va faire un certain nombre d'actions. Ça peut être entre autres aller chercher la bonne version logicielle. Une fois que vous allez avoir eu la bonne version logicielle, vous allez déclencher d'autres opérations, comme on va le voir. Advanced Event Manager, on va l'utiliser tout simplement parce qu'au boot, on va lui dire tu vas être capable d'exécuter certaines opérations. Enfin, on va passer à la partie chef, c'est-à-dire qu'on va installer le client chef et CloudVision XMPP. À l'heure où je vous parle, le CloudVision XMPP, cette opération n'est plus nécessaire parce qu'il est intégré nativement. Cet exemple est un exemple que j'ai repris parce qu'il me plaisait bien, mais le CloudVision XMPP est déjà intégré, donc cette opération ne serait plus forcément nécessaire. Il y aurait juste à le configurer. Comment on va faire? Donc là, je vais passer rapidement sur un certain nombre de slides, c'est plus à titre informatif, mais grosso modo, vous avez les paramètres des cookbooks, donc vous pouvez aller sur GitHub, où vous avez toutes les informations relatives à Chef and Puppet pour Arista. Et vous allez ensuite avoir, ça je vais passer également rapidement, ce sont toutes les opérations qu'on peut vous aider à faire justement avec ce type de client. Configuration réseau, ah mais j'ai un pointeur. La configuration réseau, déployer des policies standards, donc quelque chose d'homogène, et pas je vais configurer un boîtier dans un coin et puis après, je vais avoir besoin de le faire sur un deuxième, un troisième produit, et ça va vous permettre également d'automatiser de manière plus aisée, puisqu'une fois que vos policies sont créées, si vous rajoutez un nouvel équipement, il n'y a pas à vous poser la question, vous branchez l'équipement, il va se déployer tout seul, il prendra en compte les policies. Et si vous remplacez un équipement, ça sera le même principe. Ça peut être déployer des OS extensions, donc si vous avez besoin de rajouter des plugins dans notre OS, vous pourrez le faire.
de manière automatisée. Des updates d'images, tout un tas de fonctionnalités. Donc ça, je vais passer également rapidement. C'est le flowchart du petit déploiement qu'on va voir. Mais grosso modo, pour simplifier, 4 opérations. La première opération, c'est de démarrer l'équipement. Démarrer l'équipement. Donc on sort le switch du carton, il va aller chercher, on va le brancher, on met le câble, il va prendre ses IP, il va aller chercher une configuration, un script, et à partir de là, il va pouvoir redémarrer. Deuxième étape, c'est en redémarrant, on va avoir l'Advanced Manager. Le manager va dire, tiens, le switch a booté, il faut que je réalise un certain nombre d'opérations. Donc on va exécuter le script qui va nous permettre de démarrer l'agent chef. La troisième opération, ça va être d'exécuter l'agent chef, justement, de récupérer les informations dont il a besoin pour travailler, les pousser au serveur et commencer à descendre tous les morceaux de configuration. Éventuellement, le dernier point n'est plus obligatoire puisque c'est intégré, mais ça fait partie des choses que l'on faisait déjà. Donc, charger le protocole Cloud Vision qui est XMPP. Et puis enfin, la dernière étape, c'est qu'on assiste à quoi? Une fois que tout est fini de paramétrer automatiquement, vous avez un équipement qui est opérationnel, qui peut vous répondre à XMPP et qui est opérationnel avec Chef. Chef peut être considéré soit comme un process qui tourne en tâche de fond, au même titre qu'un process Unix, soit vous avez ce qu'on appelle un scheduler chez nous, mais qui ressemble à un cron en Unix, et qui vous permet de dire, le client chef, je vais l'exécuter toutes les X minutes pour voir s'il y a des updates ou des changements de configuration à prendre. Voilà. Tout ça, ça a été fait par comment? Un script. Ce script est lancé automatiquement, et l'intervention humaine consiste à racker l'équipement, allumer, et brancher le câble réseau. Et ça, c'est typiquement ce qu'on utilise pour déployer des configurations il y a des gros déploiements actuellement sur plusieurs centaines de baies. Donc s'il fallait le faire à la main ou même avec des scripts un peu plus légers, ça serait quelque chose de très complexe. Un autre exemple de la collaboration maintenant, cette fois-ci, après le déploiement massif, c'est l'automatisation de grands environnements, c'est la collaboration. Pourquoi il est important de collaborer avec des équipements aujourd'hui, avec des équipements tierces? Là, j'ai cité deux, mais ça pourrait être n'importe quel type de load balancer dès l'instant où ils ont des API pour communiquer. Là, ce qui va se passer, c'est que vous avez un environnement donc virtualisé, comme on peut le voir avec le VTEP, qui est une encapsulation, et vous avez derrière des VM qui sont load balancés par deux constructeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, vous avez des health checks, mais le switch est le premier à voir si un host vient à tomber. Si un host vient à tomber, vous allez le détecter tout de suite. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est d'envoyer. Donc on va le détecter les premiers, puisque le port tombe. Si le host tombe, on est capable d'envoyer des messages directement aux produits qui vont se charger d'équilibrer la charge en leur disant « Attention, ces VM ne sont plus disponibles, donc vous pouvez les retirer tout de suite du pool ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de disponibilité, on va gagner quelques secondes précieuses dans certains cas. Si on regarde maintenant la partie gestion du réseau, c'est-à-dire comment je vais orienter mes flux. Vous avez les protocoles de routage classiques, vous avez l'OpenFlow dont on a parlé. Donc OpenFlow nécessite un contrôleur externe. Donc, la plupart du temps, on essaie d'en avoir deux pour des raisons de sécurité. Là, DirectFlow, en fait, c'est la possibilité de programmer vos flux OpenFlow, mais sans avoir besoin de contrôleur. C'est-à-dire qu'en ligne de commande, vous allez pouvoir les configurer. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner que, par exemple, dans cet environnement-là, vous allez avoir 4 réseaux. Vous voulez que les 3 réseaux passent par le chemin le plus court, du point de vue routage, mais par contre, vous voulez que le réseau de backup, lui, il emprunte un chemin plus long. Pourquoi? Parce que le chemin plus long, il ne va pas être trop utilisé, il est plus long, donc les latences sont forcément un peu plus longues, etc. Donc un peu moins prioritaire. Ça, c'est typiquement ce que vous pouvez faire avec de l'OpenFlow ou avec du DirectFlow. Et encore une fois, DirectFlow est disponible en ligne de commande et via des eAPI, ce qui veut dire que vous pouvez vous-même le programmer. Si on regarde maintenant, on a pu voir la partie disponibilité, et maintenant un autre point de la disponibilité, c'est comment je peux faire une maintenance. Parce qu'aujourd'hui, un équipement réseau, on peut avoir la stratégie de dire si ça fonctionne, j'y touche pas, puis garder l'OS pendant 5 ans, 6 ans, etc. Et puis quand on se réveille et qu'il y a quelque chose, l'OS n'est plus maintenu, il faut faire un upgrade et c'est souvent en méthode forcée. Donc souvent, on essaye de faire des upgrades à intervalles de temps réguliers. Pas forcément toutes les releases, mais une release de temps en temps. Donc ce qu'on va essayer de faire là, c'est tout simplement de dire, on va faciliter les choses. J'ai besoin d'upgrader mon équipement. Comment je vais faire? Mon équipement, la première chose qu'il va faire, c'est quand il va se placer en mode maintenance, il va en profiter pour faire ce qu'on appelle un snapshot. Donc le snapshot, il va prendre un état de ses neighbors, ses peers, ses MAC adresses, ses VLAN, etc. Ensuite, il va continuer, il va faire quoi? Il va alerter les équipements avec lesquels il va y avoir un impact. Typiquement, si vous avez des serveurs virtuels, ça va impacter l'hyperviseur. Donc il va prévenir l'hyperviseur, il va lui dire que les VM qui vont être derrière lui, il va falloir les arrêter ou les déplacer, enfin faire quelque chose.
En parallèle, il va prévenir également le load balancer. Alors j'appellerais ça un load balancer, mais beaucoup appellent ça Application Delivery Controller maintenant. Donc on va prévenir l'ADC que les VM ne vont plus être disponibles. Donc l'équilibreur de charge va pouvoir dire il va les sortir de son pool de serveurs. Comme ça, entre guillemets, ça se fait de manière transparente. La charge va être équilibrée sur les autres serveurs disponibles. L'hyperviseur va arrêter ces VM ou les déplacer. Donc tout ça va être fait, bien entendu, avec des protocoles ouverts, des API standards, rien de propriétaire. Et enfin, l'hyperviseur va déplacer ses VM. Ah, c'est bon. L'hyperviseur va déplacer ses VM. Le switch, une fois que les VM sont déplacés et qu'il n'y a plus rien de critique derrière, il va pouvoir se mettre dans le mode maintenance. C'est-à-dire qu'il va faire sa mise à jour de code et après, il va redémarrer. Une fois qu'il va avoir redémarré, il va reconnecter, il va rediscuter avec les autres équipements. Donc, il va réalerter l'hyperviseur en lui disant que la maintenance est finie, que les hosts sont de nouveau disponibles, qu'ils peuvent remettre les VM. Et vous allez avoir l'équilibreur de charge qui va pouvoir réintégrer les VM dans le pool de serveurs à load balancer. Et enfin, dernière étape, une fois que tout est terminé, le switch va contrôler par rapport au snapshot qu'il a fait avant la migration et le snapshot d'après la migration, si tous les VLAN, les VM, les peers sont bien remontés. Et auquel cas, on verra un diff à l'administrateur, grâce au client mail embarqué, éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est la partie comment on peut déployer un réseau, comment on peut l'automatiser, comment on peut simplifier les tâches de l'administrateur et prendre en compte la croissance du data center de par le nombre d'entités qu'on voit chaque jour croître. Donc, si maintenant on regarde comment administrer un réseau, parce qu'on a un beau réseau, on a quelque chose d'opérationnel, on a quelque chose qui fonctionne, qu'on peut déployer facilement, mais il est aussi important de pouvoir le monitorer. Le monitorer pour avoir des statistiques, savoir s'il faut augmenter le débit, ou pour avoir, tout simplement, en cas de souci, pouvoir réagir vite. Si on regarde un petit peu, ça je vais passer rapidement, mais il y a 59% des 500 plus grosses compagnies qui ont environ 1h30 de downtime par semaine, partiel ou complet. Donc comment ça se passe généralement quand il y a un problème? Quand il y a un problème, vous avez déjà, on va dire, un problème de ralentissement. Donc voilà. La première étape, c'est un ralentissement. La deuxième étape, c'est que dans beaucoup de cas, ce sont les utilisateurs qui vont s'en plaindre. Vous allez avoir ensuite l'étape où on commence à chercher, mais potentiellement, on ne sait pas bien d'où ça vient. Donc pas bien d'où ça vient, on ne sait pas si c'est le système, on ne sait pas si c'est le réseau, la sécurité, etc. Donc il y a souvent, tout le monde discute un peu avec tout le monde, et de temps en temps, on a tendance à dire c'est pas moi, c'est plutôt le réseau, ou voilà. Donc l'étape d'après, c'est finalement de dire on a réussi tant bien que mal à localiser une virtuelle machine qui pourrait poser souci, mais il faut vérifier. Donc on va aller sur la VM, on va analyser toutes les logs, on va analyser les compteurs, on va commencer à tout regarder. Mais au final, dans beaucoup de cas, ça se terminera avec une trace au sniffer. Donc, et de cette trace au sniffer, on arrivera potentiellement à isoler le souci. Là, grosso modo, il s'est passé environ 2 heures. Donc ça veut dire que dans certains cas, ça peut avoir un coût conséquent sur la production. Donc, si on veut faire du sniffing, il y a 2 méthodes. Il y a la première méthode qui est d'inclure des mots de tape et la deuxième méthode que vous connaissez tous, qui est de faire du port mirroring. Port mirroring, ça veut dire que l'équipement le supporte. Ça veut dire aussi qu'il peut faire du mirroring du port, mais aussi par rapport à des VLAN, des ACL ou des choses comme ça. Et la plupart du temps, vous mettrez votre analyseur derrière. Le problème de ça, c'est que si vous avez... Le problème de ça, c'est que si vous avez plusieurs endroits où vous avez besoin de faire une trace, ça veut dire que soit vous avez de la chance et vous avez plusieurs machines pour faire les sondes, et pour prendre les paquets en même temps, sachant qu'en même temps, si vous êtes plusieurs, il faudra se synchroniser avec les soucis qu'il peut y avoir, ou soit vous n'avez qu'une seule machine et à ce moment-là, il faut vous déplacer. Donc pour faire cette analyse et cette corrélation, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc la plupart du temps, vous allez avoir ça, mais ce qui serait intéressant, c'est ça, où vous avez typiquement du TCP-dump de plusieurs équipements, et ce qui serait intéressant, c'est plutôt d'avoir ce type de tableau de bord. Les tableaux de bord, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des statistiques comme des outils comme Nagios et comme Cacti, pour ne citer que, mais ça, pratiquement tout le monde l'a. Mais le souci, c'est que si vous commencez à mesurer des latences, les latences, ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier de manière aisée. Pourquoi? Parce qu'une latence, quand vous faites des poolings, c'est la plupart du temps, ça se compte en minutes. Quand vous faites des shows pour voir le queuing sur vos équipements, parce que vous pourriez avoir des bursts ou des drops, quand vous avez des micro-bursts, vous n'allez pas forcément les voir. Et puis tout ça, en fait,
Pour avoir tout ça, il faut que tous vos outils d'analyse soient corrélés et soient synchronisés. Donc une des solutions proposées, c'est de dire, plutôt que d'avoir N outils et de les avoir éparpillés dans le data center, on va pouvoir essayer de développer une infrastructure de monitoring. Une infrastructure de monitoring. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en parallèle de votre réseau, vous allez avoir un tout petit réseau. Et sur ce tout petit réseau, vous allez agréger l'ensemble des flux dont vous avez besoin. Ça veut dire que vous allez positionner des modes TAP, donc des splitters optiques typiquement, ou alors du mirroring, sur les points critiques de votre réseau, et vous allez rediriger tous ces flux vers un outil d'agrégation. Donc typiquement, un 7150. Donc ce 7150, donc vous allez pouvoir sur cet équipement faire quoi? Faire du filtrage, de manière à alléger les équipements d'analyse derrière, ou rediriger uniquement une partie des flux sur les bons équipements qui vont bien derrière, pour pas qu'un équipement récupère l'ensemble des flux dont il n'aurait rien à faire. Donc l'avantage de ça, c'est que vous faites un premier filtrage. L'équipement derrière va analyser uniquement ce qui peut vous intéresser. Le deuxième avantage de ça, c'est que, en plus, vous allez être capable de timestamper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 10 nanosecondes près, vous allez timestamper les trames qui rentrent. Donc si par exemple vous rentrez sur le premier équipement, port 1, vous allez le timestamper à T. Vous arrivez, votre paquet, il va passer, alors je suis désolé, ça ne se verra peut-être pas pour tout le monde, vous passez à la deuxième étape, vous êtes sur le port 2, vous allez recevoir un deuxième timestamping, mais éventuellement pour le même type de paquet. Port 3, troisième timestamping. Et en même temps, à chaque fois que vous arrivez sur une interface, vous allez donner un label ou un ID à ce port qui va permettre à l'outil de corrélation de dire, tiens, ce paquet, je l'ai vu à T plus AT sur ce port, donc à tel endroit du réseau, je l'ai vu à T plus delta sur cet autre endroit du réseau, à T plus delta 2 sur ce dernier endroit du réseau. Et qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre tout simplement quoi? Ça va vous permettre, par exemple, de déterminer les latences sur vos équipements. Comment ça va se passer? Bien, comme vous avez fait du timestamping, l'équipement d'analyse de trafic, il va dire, j'ai reçu le paquet, voilà, première étape, il a mis 350 nanosecondes. Deuxième étape, il a mis 15 microsecondes. Troisième étape, 733 nanosecondes. Tout de suite, vous allez pouvoir vous dire, tiens, c'est pas normal, ce switch, d'habitude, on compte en nanosecondes, là, il est en microsecondes. Il y a potentiellement quelque chose. Et donc, vous allez pouvoir reboucler sur cet élément. Donc ça, c'est un point important. Et tout ça, bien entendu, vous le faites une première fois. Vous déployez votre réseau une première fois, et après, en fonction des règles que vous allez configurer de votre poste central, vous allez pouvoir faire une analyse globale du réseau. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous n'avez plus à courir dans les salles machines pour aller faire de l'analyse. Donc vous allez gagner énormément de temps. L'autre point intéressant qui est intégré dans certains des équipements, dans nos équipements, c'est la possibilité de mesurer les micro-bursts. Aujourd'hui, quand vous avez un burst, si c'est un gros burst, c'est-à-dire beaucoup de trafic qui passe, vous le verrez. Mais si vous avez un micro-burst, c'est quelque chose qui dure quelques centaines de microsecondes. Si l'équipement n'est pas capable de supporter cette analyse, vous ne le verrez pas. Et bien souvent, un micro-burst, c'est quelque chose qui peut être révélateur par la suite d'une future congestion ou d'un futur problème de bande passante ou de nombre d'IO sur des bêtes disques ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le LANS+, chez nous. Ça va vous permettre d'analyser. Vous allez passer au-dessus d'un certain seuil qui vous dit que vous dépassez le taux de buffer normalement utilisé. Et là, vous allez déclencher le début d'alerte de micro-burst. Et dès que vous retombez en dessous d'un certain seuil, vous finissez l'alerte. Donc grâce à ces mécanismes, vous allez être capable de savoir que vous avez eu à tel instant, à tel moment, un micro-burst qui a duré quelques centaines de microsecondes. Donc si vous en avez uniquement un seul, ce n'est pas quelque chose de gênant. Mais si vous commencez à voir ceci se répéter, ça veut dire potentiellement que vous risquez d'avoir des petits problèmes et qu'il va falloir anticiper. Donc vous pouvez enfin travailler de manière proactive. Donc grâce à la télémétrie, aujourd'hui, vous allez pouvoir faire de l'analyse, comme vous le faites aujourd'hui, des statistiques, de la disponibilité d'équipements, mais vous allez pouvoir encore aller plus loin. Vous allez pouvoir faire du filtrage, réaliser, voir les latences sur votre réseau. Et ça, c'est un point important. Voilà, j'ai terminé, j'ai dépassé un petit peu, je suis navré. Est-ce que vous avez des questions? Et surtout, est-ce que je pourrais apporter les réponses? Pardon. Je vous remercie.